Bonjour tout le monde et bienvenue et merci d'assister à ce live sur Zoom ou sur Facebook. Je m'appelle Andrea Bussotti, je suis le directeur de la communication de Médecins sans frontières en France. Et aujourd'hui, nous sommes donc ensemble pour revenir au cours de la prochaine heure sur ce séisme dévastateur qui a touché le sud de la Turquie le 6 février dernier et sur ses conséquences humanitaires et sur la réponse aussi de MSF. Donc le 6 février dernier, effectivement, autour de 4 heures du matin, une série de secousses ont touché le sud de la Turquie. La plus forte de ces secousses, vous le savez, a atteint le degré de 7,8 sur l'échelle de Richter. C'est l'un des plus forts séismes jamais enregistrés en Turquie. Et donc, l'épicentre du séisme se trouvait pas loin de la ville de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, mais les conséquences du séisme ont été ressenties bien au-delà, y compris dans les régions frontalières au nord-ouest de la Syrie, qui est elle-même le théâtre d'un conflit qui dure depuis 12 ans. Donc, des secousses et des répliques ont été ressenties jusqu'à récemment, jusqu'à la semaine dernière, alourdissant encore davantage un bilan qui, là aussi, vous le savez, a atteint près de 50 000 victimes en termes de décès, 50 000 personnes qui sont donc mortes, environ 44 000 en Turquie et près de 6 000 en Syrie. On estime également que ce sont des estimations, bien sûr, et on estime également que des dizaines de milliers de personnes ont été blessées et que des millions de personnes en Turquie et en Syrie ont été affectées d'une façon ou d'une autre par ce séisme, soit en perdant leur maison, soit en étant déplacées, soit en étant affectées d'autres manières par cette catastrophe naturelle. Les équipes de Médecins sans frontières étaient présentes déjà donc, à la fois dans la ville de Gaziantep et dans le nord-ouest de la Syrie. Donc, elles ont été mobilisées dès les premières heures suite à ce séisme. Et donc, comme je vous disais, nous allons revenir aujourd'hui sur à la fois les conséquences, les besoins que nos équipes constatent sur le terrain, les actions des MSF et puis les enjeux de la réponse humanitaire aujourd'hui et par la suite. Et pour ce faire, donc j'ai le plaisir d'avoir deux invités à ma gauche ou droite, ça dépend de votre écran. Manuel Lano, qui est le coordinateur de nos programmes d'urgence en Turquie. Bonjour Manuel. Bonjour. Et Marc Chakal, qui est le responsable de nos programmes, enfin des programmes de Médecins sans frontières dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dont la Syrie, et qui intervient depuis Dubaï. Bonjour. J'ai oublié de préciser que Manu se trouve donc à Gaziantep, en Turquie en ce moment. Nous allons bientôt leur donner la parole, mais je souhaitais d'abord préciser, comme c'est aussi fait dans la section questions et réponses, que vous pouvez évidemment poser vos propres questions, que ce soit sur Zoom, donc dans l'onglet questions-réponses, ou alors sur la page du live sur Facebook, et nous tâcherons d'y répondre du mieux que nous pouvons. Voilà, donc sans plus tarder, peut-être je te passe la parole, Manu, pour revenir un peu sur la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le sud de la Turquie, là où MSF intervient, sur ce que les équipes constatent et sur les besoins auxquels les populations font face. Je te laisse la parole. Merci, Andrea. Alors aujourd'hui, après presque un mois d'intervention depuis les premiers tremblements de terre, il y en a eu un second le 20 février qui a touché l'ancienne ville d'Antioche qui avait déjà été dévastée pendant les premiers tremblements de terre. Ce qu'on appelle pour nous la phase d'urgence est passée. Généralement, sur ce type de catastrophe naturelle, on distingue des phases d'intervention assez bien définies. La première étant la phase de recherche et de sauvetage, ce qu'on a tous vu sur toutes les télés, avec des équipes venues du monde entier pour essayer de déblayer les bâtiments effondrés, pour sortir les survivants. Et ça, c'est une opération qui a duré pendant environ 2 semaines, puisque jusqu'à le 13e ou 14e jour, on a encore trouvé des personnes vivantes sous les décombres qui ont été sauvées miraculeusement. Mais qui malheureusement, cette phase est maintenant terminée. Elle s'est terminée plus tôt dans les parties montagneuses de la région. Il faut voir que la zone affectée est énorme. On parle de plusieurs centaines de kilomètres sur 11 provinces turques. On voit la carte ici. Et donc, vous voyez le Gaziantep au centre, là où les deux plus gros tremblements de terre ont eu lieu le 6 février.
mais qui ont affecté toute une zone qui va sur le nord de la Syrie, plus ou moins au niveau d'Alep et plus au sud, et puis vers la mer Méditerranée, là où on voit Antakya, qui est donc l'ancienne ville d'Antioche, et plus à l'est jusqu'aux provinces de Malatya, Adiyaman, Diyarbakir. Donc c'est une zone énorme, on parle de plusieurs heures de route pour traverser toutes ces zones-là, avec des zones très montagneuses au nord, où là, malheureusement, le tremblement de terre a aussi eu lieu après un week-end très froid de tempête de neige. Donc les gens se sont retrouvés sous les décombres et sous la neige. Il a continué à faire très froid pendant une semaine. Et par conséquent, très rapidement, il était plus difficile de trouver des survivants dans les provinces du nord, vers Kahramanmaraş, Adiyaman et Malatya notamment. Les derniers survivants ont été trouvés sur Antakya, qui est une ville plus méridionale au bord de la mer. Ça accompagne la réponse, enfin la recherche et le sauvetage s'accompagne d'une phase d'urgence au niveau des structures de santé, de prise en charge des blessés immédiats et des cas graves en particulier, avec tout un système de référence qui s'organise pour les patients les plus critiques qu'on ne peut pas traiter sur place et qu'on va donc essayer de renvoyer sur des hôpitaux en dehors de la zone, qui ont la capacité et les équipes pour prendre en charge des cas plus compliqués, afin de soulager des hôpitaux qui sont en première ligne, qui eux continuent à recevoir en permanence des nouveaux blessés. Et là, on a vu un déploiement assez impressionnant du gouvernement turc en ce qui concerne l'infrastructure et les modes de transport, avec plus de 3000 transports aériens de patients, des milliers d'ambulances mobilisées sur toute la zone. Et malgré tout, pendant 2 jours, un chaos dans les hôpitaux, parce qu'on a beau se préparer autant qu'on peut à ce type de catastrophe. Le jour où ça se produit, il y a forcément un énorme goulot d'étranglement au sein des hôpitaux. Même si on a mis en place toutes les procédures qui permettent de trier les patients, on a des procédures qui permettent assez simplement de séparer les patients et de les trier afin de pouvoir prendre en charge les cas graves le plus rapidement possible. Donc, très simplement, quand les gens arrivent à la salle d'urgence, on leur affecte une couleur vert, jaune, rouge ou noir, malheureusement pour les décès. Généralement, on envoie les cas rouges directement au bloc opératoire si on en a un. S'il est déjà débordé, c'est là qu'on peut éventuellement, si on peut stabiliser le patient, le transférer sur un autre hôpital, et y compris pour les cas jaunes. Les cas verts, pour lesquels le processus vital n'est pas engagé, peuvent attendre d'être pris en charge un petit peu plus tard, une fois que les équipes sont soulagées. Le problème dans ce type de catastrophe, contrairement à ce que MSF voit sur des zones de conflit, notamment, c'est que tout le monde est affecté dans l'hôpital. Les médecins, les infirmières, le personnel administratif, les personnes qui s'occupent de l'entretien. Quand on parle dans une ville comme Antioche de la moitié des bâtiments effondrés, on parle d'une ville d'à peu près 300 000 personnes pour le centre. Tout le monde est touché, et par conséquent, les équipes médicales ont du mal à arriver à l'hôpital pour apporter les soins et à s'organiser. C'est pour ça que très rapidement, le ministère de la Santé a renvoyé des équipes de toute la Turquie. Donc ça fait partie du plan Orsec turc, hein, tout est prévu. Et au bout de 24-48 heures, on voyait déjà des départements entiers, des services entiers d'autres hôpitaux, y compris à l'ouest de la Turquie, arriver pour prendre le relais et soulager les équipes qui avaient travaillé depuis les premières heures et qui elles-mêmes avaient besoin d'un appui, parce qu'elles avaient perdu leur maison, elles avaient perdu leurs proches, elles ne savaient pas où étaient leurs proches et n'étaient pas dans des conditions pour travailler. Très rapidement, cette phase-là a donc été prise en main, aussi en bénéficiant du soutien des équipes internationales qui ont été dépêchées pour les premières, par exemple, depuis l'Iran. On a rencontré sur le terrain des équipes du Croissant Rouge iranien
qui sont arrivés le soir même. Le lundi soir, ils étaient déjà sur place dans la région de Gaziantep. Et puis très rapidement, des équipes qui sont venues du monde entier avec des hôpitaux de campagne qui ont pu commencer à se déployer. Alors malheureusement, ça se fait pas en 24 heures. C'est une grosse opération logistique de déplacer des hôpitaux de campagne avec du personnel jusqu'à 100 personnes pour certains de ces hôpitaux. Mais très rapidement, dès la fin de la première semaine, ces équipes internationales ont pu soulager, elles aussi, les équipes des hôpitaux turcs, qui avaient notamment été endommagés ou détruits, qui en tout cas se retrouvaient fermés, donc avec une perte de capacité d'hospitalisation qu'on a pu réinstaller temporairement à l'extérieur. Et au global, le gouvernement turc a reçu le support d'une trentaine de pays qui ont déployé ces hôpitaux. Comme je le disais, il y avait l'Iran dans la région, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir à quel point sur ce type de catastrophe naturelle, on fait fi de tous les problèmes politiques pour apporter de son appui. Tous les pays alliés de la Turquie au sein de l'OTAN, y compris la France, ont dépêché leurs propres hôpitaux de campagne. En ce qui concerne les Français, c'est les pompiers du Gard et la protection civile qui ont déployé un hôpital avec une capacité qui peut aller jusqu'à 100 lits, 2 blocs opératoires, une maternité, un dispositif très très bien rodé qu'ils ont réussi à installer en 9-10 heures et qui le soir même pouvait leur permettre d'opérer. Donc tout pour donner voilà, une photo un petit peu complète de ce qui se passe pendant les premiers jours et les premières heures, au bout de 3-4 jours, la situation au niveau hospitalier était sous contrôle. Et ça a coïncidé avec les évaluations que nous, on menait sur le terrain pour essayer de voir quel type de besoins on pourrait combler ponctuellement. On en a identifié quelques-uns sur les premiers jours, tout simplement d'aider à la remise en place et au nettoyage des salles d'urgence, parce que les équipes n'avaient pas eu le temps de faire le nettoyage pendant les premières heures et les premiers jours. On a identifié en discutant avec les pharmaciens des besoins spécifiques sur certains médicaments qui avaient été utilisés et que la pharmacie centrale n'avait pas eu le temps de réenvoyer. Donc, on a passé des petites commandes comme ça. Et puis, voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de besoins dans les hôpitaux, on est allé voir ce qui se passait pour les personnes sinistrées qui, de fait, se retrouvaient à vivre dans des abris temporaires, sous tente ou autres, et pour lesquels il y avait un besoin assez important en biens de première nécessité. Premièrement, des couvertures, des vêtements chauds, du matériel pour se chauffer, donc soit des petits réchauds à bois, soit dans certains cas pour les gens qui ont de l'électricité, des chauffages électriques, et puis des produits d'hygiène tout bêtes, du savon, du shampoing, des brosses à dents, du dentifrice, des serviettes hygiéniques pour les femmes, des couches pour les enfants, etc. Vraiment, faut bien imaginer que c'est comme partir pour partir camper comme ça, sans rien, au milieu de la nuit et en plein hiver sous la neige. Donc, on peut avoir une idée un petit peu des besoins de la population. Et là, effectivement, il y a eu pendant 2 jours des besoins énormes à combler pour répondre on parle aujourd'hui de environ 2 millions de personnes qui vivent dans des abris temporaires, sous tente, dans des containers, sur toutes les provinces affectées. Avec de même une réponse turque en termes d'infrastructure logistique assez importante, voire très importante, mais compte tenu de l'ampleur du désastre, on a évidemment noté des besoins à combler, qui en tout cas n'ont pas été comblés immédiatement, et qui ont nécessité l'appui de tous les acteurs qui étaient dans la zone. Un point très important, je pense qu'on a peut-être du mal à comprendre quand on regarde les informations de l'extérieur, on voit cette mobilisation internationale assez importante. C'est de voir la solidarité du peuple turc qui s'est vraiment mobilisé
Le gouvernement a décrété un état d'urgence de 3 mois dès le deuxième jour, en mobilisant toutes ses ressources, en particulier au niveau de la santé. Mais la population turque elle-même, on a vu affluer des volontaires de tout le pays pour aider à donner des biens de première nécessité, cuisiner et donner de la nourriture aux déplacés, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une phase, passé cette première phase d'urgence, on est dans une phase qu'on qualifierait de phase de récupération ou phase de relèvement, où maintenant les besoins vitaux sont couverts pour la plupart, il faut préparer l'après, et cet après va durer plus ou moins longtemps, étant donné qu'il y a des millions de personnes à reloger, que le déblaiement des débris ne serait-ce que le déblaiement des débris va prendre probablement 6 mois avant de pouvoir reconstruire. Et on s'attache, nous, à voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui pour répondre à ces besoins de transition, je dirais. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Je laisse la parole à Marc. Merci Manu pour cette première intervention. Peut-être juste un élément, tu mentionnais à juste titre le fait qu'une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre affecte les équipes médicales aussi et le personnel humanitaire lui-même. C'est l'occasion pour moi de rappeler que d'ailleurs 2 de nos collègues de staff de Médecins sans frontières sont décédés en Syrie lors du tremblement de terre. Peut-être tu soulignais également l'énorme effort local, la mobilisation locale à la fois des autorités et puis les efforts de solidarité. Peut-être là-dedans, effectivement, préciser quelle est la place d'MSF, la place relative d'MSF dans ce dispositif et aussi un peu les contraintes auxquelles nous avons pu faire face peut-être au cours de ces 3 premières semaines de réponse en termes d'intervention. Voilà, à quoi se heurte, disons, notre volonté de se déployer plus largement, peut-être. Alors pour ça, oui, quelques éléments de contexte sur la présence de MSF en Turquie. MSF n'est pas accrédité en tant qu'organisation internationale à opérer directement en notre nom. C'est-à-dire que sans enregistrement auprès du gouvernement turc, que pour le moment on n'a pas réussi à obtenir, nous sommes obligés de travailler en partenariat avec des organisations locales. Nous avons 2 partenaires à qui nous fournissons de l'appui en ressources et en support technique. Une organisation turque qui s'appelle le Croissant Bleu International, IBC en anglais, International Blue Crescent, qui s'est créée d'ailleurs en 1999 suite au gros tremblement de terre d'Izmit à l'est d'Istanbul, qui avait fait environ 10 000 morts, donc qui était une échelle bien moindre, et qui est spécialisée dans la distribution de biens de première nécessité et d'abri, et surtout avec un angle sur les soins de santé mentale. Donc c'est un partenaire avec lequel nous travaillons depuis déjà plusieurs années, puisqu'ils nous permettent à nous d'opérer pour la population syrienne depuis la Turquie. Ça, je pense que Marc en parlera peut-être un petit peu. Et une des contraintes qu'on a, nous, c'est qu'on arrive sur une catastrophe comme celle-là avec une capacité opérationnelle très importante, mais on se heurte aux limites administratives d'une petite organisation locale pour déployer les secours et vis-à-vis des autorités pour mener nos évaluations, étant donné que nous ne sommes pas censés aller discuter directement avec les autorités sur le terrain, mais toujours avec notre partenaire. Ça c'est un des points de blocage. Et puis le point de blocage le plus important aujourd'hui, c'est, en revenant un petit peu à ces limitations administratives, c'est les problèmes d'approvisionnement. Étant donné que la demande sur le marché est énorme sur tout ce qui concerne les biens de secours, le fait de ne pas pouvoir utiliser la force de frappe habituelle des MSF sur les questions d'approvisionnement, notamment le fait de ne pas
pouvoir importer rapidement les matériaux dont nous avons besoin, est quelque chose qui nous a bloqués. On a un second partenaire qui lui est un partenaire syrien, mais enregistré aussi en Turquie et qui est partenaire avec lequel on supporte un certain nombre d'activités en Syrie, qui a aussi, suite à la catastrophe, lancé ses propres activités dans le secteur là plus particulièrement médical et avec qui on est notamment en train de préparer un partenariat pour lancer ensemble ce qu'on appelle des cliniques mobiles. Assez rapidement en Turquie, finalement, après le tremblement de terre, les routes ont pu réouvrir. Pendant quelques jours, elles étaient fermées. Donc, les patients qui étaient perdus dans les villages, dans les montagnes, ne pouvaient pas forcément accéder aux hôpitaux. Et dès que les routes ont pu réouvrir, en fait, la clinique mobile consiste à envoyer une équipe avec un médecin, une infirmière, des travailleurs de santé et puis des psychologues ou des travailleurs en santé mentale pour aller apporter de l'aide dans les zones reculées. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec Al-Amin, en montant 2 petites cliniques temporaires dans la province d'Hatay, qui est la province dont la capitale est Antakya et qui est la plus touchée de toute la zone. Merci beaucoup, Manu. Et nous voyons défiler certaines images, effectivement, certaines images de ces interventions que tu as décrites, menées en partenariat avec des ONG locales. Je vais effectivement laisser la parole à Marc pour revenir sur le contexte qui prévaut dans le nord de la Syrie. Avant cela, juste un rappel, vous pouvez poser vos questions, que ce soit dans l'onglet questions-réponses ici sur Zoom ou alors sur Facebook. N'hésitez pas à le faire. Donc, Marc, effectivement, est-ce que tu peux revenir peut-être sur les effets donc, du tremblement de terre dans le nord de la Syrie, en particulier dans le nord-ouest, où MSF intervenait déjà, et sur les activités que nous avons entreprises pour essayer de répondre? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je commencerai par rappeler que la Syrie, en particulièrement le nord-ouest syrien, est l'objet d'un conflit qui dure depuis déjà 12 ans, qui rentre bientôt dans sa 13e année, et qui a littéralement décimé le pays de par sa violence, de par l'intensité de violence, de par la durée de ce conflit, 10 ans, une génération entière qui n'a pas connu la paix aujourd'hui, qui a provoqué une crise humanitaire assez importante et qui a surtout impacté aussi toute la région en termes politiques, a eu des effets importants dans tous les pays voisins. Et elle a malheureusement, cette guerre, provoqué le déplacement de millions de personnes. On estime 13 millions de personnes, de Syriens qui ont été déplacés par le conflit, dont la moitié qui sont réfugiés dans des pays étrangers voisins, que ce soit le Liban, la Jordanie, la Turquie, voire d'autres pays. Donc 13 millions de personnes déplacées, dont 6 dans le pays, c'est énorme. Et parmi ces 6-là, on estime à 2 millions de personnes qui se trouvent dans le nord-ouest syrien. Donc ce nord-ouest syrien, avant le tremblement de terre, est déjà l'objet d'une crise humanitaire importante où les gens vivent depuis plusieurs années dans des conditions extrêmement précaires. Beaucoup de familles sont logées dans des tentes depuis presque 8 ans. Il y a très peu d'infrastructures qui ont été construites pour les accueillir. Et ils sont dans des zones qui sont relativement enclavées parce que fermées par les frontières de Turquie au nord, fermées par les lignes de front et les frontières internes avec le gouvernement syrien au sud. Ce qui fait que ce sont des populations qui ont des conditions de vie extrêmement déjà très difficiles. Le tremblement de terre n'a fait qu'exagérer ou qu'amplifier les difficultés qu'on avait déjà pour mener à bien nos opérations d'aide médicale et d'aide humanitaire dans la région. Aujourd'hui, le tremblement de terre a détruit, j'ai envie de dire, le peu d'infrastructures existantes. Beaucoup de personnes vivent sous tentes, ont été relativement épargnées par les effets destructeurs du tremblement de terre. En revanche, toutes les zones urbaines ont été extrêmement affectées, comme à Jandaris, à l'ouest d'Alep,
et beaucoup de structures médicales et des structures civiles ont été détruites. Sur environ 350 à 370 hôpitaux existants dans le nord-ouest syrien, on estime que plus de 50 ont été détruits et sont dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, ce qui rend encore plus difficile la possibilité de maintenir des soins qui sont aujourd'hui essentiels à cette population déplacée. Alors, le tremblement de terre a eu lieu donc, la nuit de dimanche à lundi, vers 4 heures du matin. Alors, comme Manu et Andrea l'ont dit, les populations elles-mêmes et notre propre équipe médicale ont été victimes elles-mêmes du tremblement de terre. Donc, elles ont dû faire face à la destruction de leurs biens, de leurs maisons, à difficultés familiales, etc. Et en même temps, on réussit, dès les premiers jours, à monter une réponse immédiate là où ça semblait possible. Heureusement, donc avant le tremblement de terre, nos équipes MSF étaient présentes à Idlib et dans le nord-ouest Syrie. On soutient toujours, même encore plus maintenant, 7 hôpitaux dans la région et nous gérons en direct un centre de brûlés à la frontière turque dans une petite ville qui s'appelle Atme. En plus de ces soutiens d'hôpitaux, on a du support permanent et continu sur ce qu'on appelle des structures de santé primaires, donc périphériques aux hôpitaux, qui permettent aux gens de venir en consultation et recevoir des médicaments qui sont essentiels et être référés vers des hôpitaux lorsque les complications ou le cas est défini comme sévère. Les conditions de vie dans lesquelles sont les populations nous ont aussi beaucoup encouragés à revoir les infrastructures des camps de déplacés, notamment en eau et en hygiène. Donc, on a pu fermer certaines voies d'écoulement d'égouts, reconstruire certains ou aménager certains points de distribution d'eau. Tout ça, c'était avant le tremblement de terre. Alors, lorsque c'est arrivé, on avait déjà un stock prépositionné de matériel sur notre hôpital pour brûler à Atme. Il faut savoir qu'on a des plans de préparation aux urgences dans ce genre de contexte, et ces plans de préparation aux urgences dans le nord-ouest syrien étaient basés sur des scénarios de violence, de conflits, de déplacement de population. On n'avait pas un scénario de tremblement de terre ou de catastrophe naturelle de cette ampleur. Heureusement, on a eu des capacités médicales qui nous permettent de prendre en charge des afflux de blessés assez rapidement. Et on avait des produits de première nécessité comme des couvertures, des tentes qui étaient en prépositionnement sur Atme. Nos équipes ont pu utiliser directement ce matériel qui était prépositionné, mais en 2 jours, ce stock a été vidé tellement les besoins étaient importants. Alors, il y a plusieurs choses à souligner ici. La première, c'est que les besoins, effectivement, étaient importants et que nos prépositionnements médicaux nous ont permis de soutenir 8 hôpitaux dès la première heure après le tremblement de terre. Donc, dès le matin même, on a organisé des transports avec ce qu'on pouvait trouver comme moyen de transport disponible de notre staff, de nos équipes sur place, et ont été distribués ce qu'on appelle des kits de prise en charge de blessures traumatiques. Ça permet de stabiliser les blessés et de les référer vers les structures plus avancées. Et la deuxième chose, c'est que l'accès a été extrêmement difficile aussi dès le début et n'a pu être possible que plusieurs jours après le tremblement de terre. Et donc, les équipes sur place ont dû vraiment se débrouiller avec ce qu'elles avaient et l'aide pour la Syrie est venue par les Syriens eux-mêmes. Et non seulement les Syriens eux-mêmes, mais les victimes elles-mêmes du tremblement de terre se sont mobilisées et il y a eu un élan de solidarité extrêmement impressionnant dès les premiers jours.
Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'ils se sont retrouvés assez rapidement isolés, alors que ne pouvant pas bénéficier d'aide bilatérale ou d'aide massive venant de l'extérieur. Donc très vite, les autorités, alors on a appelé à ouvrir des voies d'accès, notamment pour l'approvisionnement, parce que les besoins médicaux à ce stade-là étaient, les besoins des populations, pardon, à ce stade-là étaient très matériel et basique. Les gens ont besoin d'abri, les gens ont besoin de couverture, de moyens de chauffage. Donc, comme on l'a dit, il fait extrêmement froid à ces moments, dans ces moments de l'année. Et il fallait à tout prix, au plus vite, pouvoir subvenir à ces besoins-là pour que les gens puissent au moins avoir des abris acceptables. Dans un second temps, on a immédiatement lancé des commandes internationales pour réapprovisionner les stocks médicaux et pouvoir assurer une continuité de soins pour les patients qui ont besoin de médicaments essentiels, notamment pour les maladies chroniques qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent s'avérer mortels. Donc les besoins en médicaments et en matériel médical sont essentiels. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir sécuriser des voies d'approvisionnement qui soient rapides. Alors, les premières réponses le jour du tremblement de terre ont été donc, comme je vous l'ai dit au début, fournir aux hôpitaux la capacité de prendre en charge les afflux de blessés qui arrivaient chez eux. On a estimé qu'on a pu couvrir environ 2000 consultations dans les salles d'urgence de 8 hôpitaux sur les 3 premiers jours après le tremblement de terre. On a soutenu des cliniques mobiles. Alors, les cliniques mobiles, ce sont des équipes, on a vu passer une image tout à l'heure, ce sont des équipes qui se déplacent dans des petits camions, des fourgonnettes, des voitures qui sont aménagées pour pouvoir fournir des consultations, offrir des consultations à des personnes qui sont un petit peu éparpillées à différents endroits. Les gens ont fui les zones urbaines, se sont dispersés dans des zones un peu plus rurales. Et les autorités d'Idlib ont organisé des centres de réception, comme ils les appellent. Enfin, ce sont des abris qu'ils ont mobilisés, que ce soit des halls, des écoles, quelques bâtiments qui puissent être utilisés pour héberger toutes ces personnes qui avaient perdu leur domicile. Donc, en plus de ces 2 millions de personnes qui vivaient déjà sous tente, et en plus de cette population déjà isolée, on parle de 4 millions de personnes dans le nord-ouest syrien, on a estimé que plus de 80 000 personnes se retrouvent en plus sans domicile, sans abri, suite au tremblement de terre. À cela s'ajoute énormément d'autres préoccupations médicales qui vont de la santé mentale, qui est peut-être qu'on y reviendra peut-être, mais c'est une préoccupation majeure dans une population déjà vulnérable qui se retrouve confrontée, en plus de leur histoire liée à la violence et au déplacement du conflit qu'ils ont vécu, se retrouvent confrontés à un événement traumatique de grande ampleur qui j'ai envie de dire, détruit toute perspective d'amélioration. Le maigre espoir qu'il pouvait avoir d'amélioration a été lavé par le tremblement de terre. Et ce qu'on essaye de maintenir maintenant en priorité, c'est d'assurer, de maintenir la capacité hospitalière pour les 8 à 12 hôpitaux qu'on a identifiés à Idlib et à Afrin, un peu plus au nord. La capacité de ces hôpitaux de maintenir une capacité de recevoir toutes ces personnes qui viennent pour des blessures ou pour des maladies chroniques qui ont besoin de traitement. Merci Marc. Avant de développer peut-être certains points que tu as mentionnés, comme effectivement l'approvisionnement ou certains types de besoins, il y a des questions déjà dans le chat auxquelles je pense on peut essayer de répondre. Il y en a une première, je pense plutôt pour toi Manu finalement.
au sujet des besoins actuels qui prévalent en Turquie et le fait qu'il s'agisse plutôt de biens de première nécessité. Donc, l'un de nos spectateurs se demande si les dons en argent sont la meilleure solution ou s'il ne faut pas plutôt des envois en nature, en fait. Qu'en penses-tu? Je pense que ton micro est coupé, en revanche. Pardon. Ça dépend si on parle des dons en argent aux organisations ou aux personnes sinistrées. Sur les premiers jours, les dons en nature sont plus utiles parce que même avec de l'argent, il est extrêmement difficile de se procurer ce dont on a besoin, en particulier si on est perdu dans un camp au milieu de nulle part. Et en ce qui concerne ensuite le déploiement et la logistique des secours, il est plus simple de centraliser pour une organisation les dons en argent pour ensuite acheter les grandes quantités des biens de première nécessité et les distribuer. Donc, ça dépend de quoi on parle. Après, dans la seconde phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui, MSF ne travaille pas dans ce secteur-là, mais le transfert d'argent direct aux personnes sinistrées pourrait être une solution pour les aider à se remettre sur pied, clairement. Et je pense que certaines ONG vont travailler sur ce sujet-là. Ok, merci beaucoup, Manu. Il y a une autre question, alors c'est là plutôt pour toi, Marc. C'est une spectatrice ou un spectateur qui nous demande, qui dit qu'elle ou il pensait qu'MSF avait dû suspendre ses activités en Syrie par rapport au contexte sécuritaire et qui nous demande quand est-ce que nous avons pu recommencer nos activités en Syrie. Je te laisse répondre. Alors, je ne sais pas à quelle période on fait référence, mais en l'occurrence, on n'a jamais arrêté nos opérations en Syrie, même pendant la guerre. On a eu des incidents sécuritaires assez sérieux qui ont touché directement nos équipes, qui nous ont obligés à évacuer notre personnel international. Mais nos équipes syriennes locales avec qui on travaillait déjà, avec qui on a ouvert les projets, les hôpitaux, ont été maintenues et sont restés mobilisés pendant des années. Donc effectivement, aujourd'hui, et c'est la particularité un peu du contexte syrien qui est un petit peu difficile, c'est un contexte très politique. L'aide dépend beaucoup des décisions politiques qui sont prises ailleurs qu'en Syrie et qui sont prises soit par le gouvernement de Damas, soit par la Turquie, soit par la communauté internationale. Et donc, ça rend le contexte difficile et ça fait que nous avons développé un mode de travail qu'on appelle à distance. Et le mode de travail à distance, ce sont des équipes techniques qui sont aujourd'hui basées en Turquie et qui fournissent tous les moyens de mise en œuvre d'un programme médical en Syrie à des équipes locales. On travaille selon deux modèles. Le premier modèle qui est un modèle 100% MSF dans notre centre pour brûler, où ce sont nos équipes qu'on a constituées, formées et qui suivent nos protocoles et nos protocoles médicaux et notre mode de travail. Et on travaille dans le deuxième modèle en partenariat avec des ONG syriennes locales à qui on donne du support technique. Pareil, on donne les moyens de travailler et on a nos experts médicaux qui partagent, nous partageons nos connaissances, nos expériences et on leur permet, on leur donne la possibilité de travailler. Ça nous donne l'occasion à nous, MSF, de pouvoir avoir accès à des zones qui sont fermées pour le personnel international. On arrive à faire des visites ponctuelles en Syrie, à Idlib ou à Afrin, sous la validation des autorités turques. Donc, encore une fois, c'est très politique, mais on arrive de temps en temps, on arrive ponctuellement à aller faire une visite des projets qu'on soutient, rencontrer les médecins, rencontrer les patients, avoir une bonne relative vision de l'environnement dans lequel on travaille, et ça nous permet de travailler en direct après à distance et en direct avec le personnel sur place pour définir les stratégies et les orientations qu'on va donner au programme. Donc aujourd'hui, le personnel international est autorisé à faire des visites de quelques heures ou maximum 24 ou 48 heures. Alors, il y a eu plus de flexibilité après le tremblement de terre. Les autorités turques ont ouvert
plus de points de passage vers le nord syrien et ont autorisé du personnel humanitaire, certains journalistes, du personnel des Nations Unies à faire des visites dans le nord-ouest syrien. Mais nous pensons que c'est une fenêtre qui va probablement se refermer, malheureusement. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de sécuriser un maximum les accès qu'on puisse avoir, surtout en termes de matériel, pour qu'ils puissent continuer à travailler, et aussi pour nos experts et nos spécialistes médicaux pour donner le soutien nécessaire aux hôpitaux avec qui nous travaillons. Merci beaucoup, Marc. Et par la même occasion, je pense que tu as répondu à une autre question qui se trouvait dans le chat au sujet de la possibilité ou pas qu'on avait de faire rentrer du staff finalement en Syrie. Donc, tu as répondu. En revanche, il y a une autre question qui est liée, enfin, tu as répondu aussi en partie à la question des conditions sécuritaires finalement et des contraintes qui sont posées à notre activité dans le nord de la Syrie. Il y a une autre question au sujet du déploiement des Nations Unies, en l'occurrence, et on a vu effectivement dans les médias des reportages finalement dénonçant un peu la lenteur peut-être d'un dispositif qui s'est mis en place pour ce qui est du nord de la Syrie de façon un peu lente et de façon inadéquate en termes de volume. Tu as mentionné les difficultés en termes d'approvisionnement, mais est-ce que tu peux peut-être développer un peu cette disparité finalement qu'on a pu constater dans le déploiement de l'aide entre le sud de la Turquie et le nord de la Syrie? Oui, c'est très intéressant. C'est une bonne question parce qu'elle reflète effectivement j'ai envie de dire, le déséquilibre de la réponse, mais aussi la difficulté qu'on a de répondre convenablement. Donc, la Turquie a bénéficié d'une aide substantielle bilatérale de plusieurs pays, de l'aide substantielle aussi en multilatéral par des organisations internationales comme l'OTAN, les Nations Unies, etc. Donc, comme on l'a un peu expliqué, ils ont été en mesure de garder un certain contrôle, en tout cas de rebondir malgré toutes les difficultés relativement bien avec des bonnes capacités. Malheureusement, en Syrie, ça n'a pas du tout été le cas parce que c'est une zone enclavée. Parce qu'il y a eu énormément de concentration qui a été faite sur la Turquie, à juste titre, qui a été largement plus dévastée. Malheureusement, ce qui a été un petit peu négligé, c'est le fait que la Syrie n'a aucun moyen extérieur, le nord-ouest syrien n'a bénéficié d'aucun moyen extérieur. Et donc, pendant une dizaine de jours, ils ont été un peu livrés à eux-mêmes. Et ça a été extrêmement difficile pour tout le monde, pour la population et pour les équipes. Alors, le système des Nations Unies est ce qu'il est. Aujourd'hui, on a un corridor humanitaire à partir de la Turquie qui s'appelle Bab el-Hawa, sur le point de frontière de Bab el-Hawa, entre la Turquie et la Syrie, qui est ouvert sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui est coordonné par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est par là qu'est acheminée l'aide médicale. En revanche, l'aide non médicale, donc ce qu'on mentionnait précédemment, les tentes, les couvertures, les besoins en hygiène, les savons, etc., passe par des voies qui sont plus commerciales et donc qui sont beaucoup plus aléatoires. Et ça c'est une difficulté parce qu'on ne sait pas à quel moment les Turcs vont fermer ou réduire un peu ces couloirs d'aide commerciale. La deuxième chose, c'est que les Nations Unies, le contexte syrien étant très politique, les Nations Unies ont des bureaux de représentation à Damas et leur mandat leur permet d'avoir des bureaux de représentation pour la Syrie délocalisés, notamment en Turquie. Et leur mandat, celui donné par le Conseil de sécurité, autorise un corridor humanitaire vers le nord-ouest syrien. Encore une fois, ce corridor humanitaire n'est en théorie, en pratique, n'a été voté que jusqu'en juillet 2023. Aujourd'hui, avec les tensions, les changements de dynamique politique qu'il y a dans la région, on n'a aucune garantie que ce couloir humanitaire restera ouvert au-delà de juillet 2023. Et ça, c'est une préoccupation majeure pour notre capacité à mener à bien nos opérations médicales. Merci beaucoup, Marc. Une autre question peut-être qui a été posée dans le chat pour vous deux, finalement.
Qu'en est-il des risques d'épidémie ou de propagation, en tout cas de maladies à potentiel épidémique? Je crois, Manu, qu'il y a eu des cas de Galles rapportés dans le sud de la Turquie. Mais en tout cas, voilà, qu'en est-il aussi en Syrie? Voilà, c'est une question pour vous deux. Merci, ça me permet de parler un petit peu de ce sur quoi on se concentre aujourd'hui. Donc j'ai déjà précisé qu'au niveau des besoins médicaux, les besoins urgents en tout cas semblaient couverts. Par contre, effectivement, on a constaté un manque d'accès aux structures sanitaires type douche et toilettes dans les camps où vivent plusieurs milliers de personnes. Donc dans les camps, y compris les camps officiels organisés par le gouvernement, par le Croissant Rouge turc, mais encore plus dans les camps informels qui se sont montés dans les villages avec des gens qui soit quittaient les zones urbaines pour retourner près de leur famille, ou tout simplement parce que dans les villages, des maisons s'étaient elles aussi effondrées. Et on a eu pratiquement sur l'ensemble des provinces où travaille MSF, donc pas uniquement MSF France, on a des collègues de l'ensemble des centres opérationnels de l'organisation répartis sur toute la zone, donc MSF Hollande, MSF Suisse, MSF Espagne et MSF Belgique. Et dans toutes les provinces, on a rapporté effectivement quelques cas de Galles qui sont vraiment l'indicateur d'un manque d'hygiène de base. Rien d'alarmant. On a aussi entendu parler de quelques cas de diarrhée. De nouveau, rien d'alarmant au niveau des indicateurs, mais c'est un signe de manque d'accès à l'eau. Et donc, on travaille là en ce moment même à livrer des blocs de toilettes et de douches dans un certain nombre de villages dans les zones les plus affectées de la province de Gaziantep. Et nos collègues des autres sections font la même chose dans les zones sur lesquelles ils interviennent. Sur la Syrie, donc effectivement, on est très inquiet sur la situation épidémiologique de la région et la capacité. C'est pourquoi, d'ailleurs, entre parenthèses, on travaille aujourd'hui sur. Je vais revenir là-dessus, pardon. Donc aujourd'hui, la situation épidémiologique est inquiétante parce que déjà avant le tremblement de terre, il y a eu une alerte, une épidémie de choléra qui a été déclarée en Syrie. L'OMS a rapporté plus de 60 000 cas suspects, mais les cas suspects, en l'absence de capacité de test, restent des cas à traiter. Et donc, nous avons MSF au nord-est Syrie et au nord-ouest Syrie monté plusieurs points de réhydratation pour les cas de diarrhée aiguë et des points de prise en charge du choléra. Le choléra n'a pas disparu avec le tremblement de terre et la destruction des infrastructures sanitaires, de distribution d'eau, d'écoulement des eaux sales, etc., rajoute un risque important à toutes les maladies qu'on appelle les maladies hydriques liées à la mauvaise qualité de l'eau, dont le choléra. Aujourd'hui, on travaille avec une équipe d'épidémiologistes MSF arabophones qui sont en train de monter ce qu'on appelle des points de surveillance communautaire au sein des différents postes de santé que nous soutenons et que nous ne soutenons pas en fonction de la démographie et des cartes démographiques de la région. Et ces points de surveillance communautaire nous permettent, on l'a testé dans d'autres pays, ça fonctionne plutôt bien, nous permettent ce sont un peu comme des lanceurs d'alerte, nous permettent d'identifier des risques d'épidémiques et de pouvoir anticiper, de se préparer à une réponse suffisamment tôt avant que le nombre de cas ne flambe. Donc, on l'a mis en place dans certains pays, notamment au sud du Yémen, et sur le nord-ouest syrien. Aujourd'hui, vu la situation, ça nous semble être un réseau de surveillance intéressant à mettre en place. Au-delà de ces risques épidémiologiques, la préoccupation médicale que nous avons, c'est la capacité de ne pas interrompre des maladies qui sont essentielles à soigner, donc le diabète, l'hypertension, et les maladies hématologiques, etc. Le manque de médicaments
rend les choses compliquées et met en danger plusieurs milliers de personnes. Alors que ça soit sur les risques épidémiologiques ou les risques de rupture sur les médicaments pour maladies chroniques, d'une manière générale, la plupart des hôpitaux font face à des ruptures de stock, font face à des ruptures de ressources humaines aussi, parce que les gens sont occupés aussi à gérer leurs propres difficultés. Et c'est ce à quoi on s'attache aujourd'hui, c'est du renfort en personnel qualifié, ressources humaines, et un renfort en matériel et en médicaments pour éviter les ruptures de médicaments qui sont importants. Merci beaucoup, Manu et Marc, pour ces éléments. J'ai peut-être une question parce que nous sommes depuis le début en train de faire cette distinction finalement entre effectivement la situation en Turquie et la situation dans le nord de la Syrie. Or, en Turquie, il y a aussi plusieurs millions de réfugiés syriens qui s'y trouvent depuis plusieurs années. Et donc, Manu, juste pour comprendre, qu'est-ce qu'on comprend finalement de la situation spécifique de ces populations syriennes donc en Turquie? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques par rapport à la réponse aux besoins de cette population-là? Oui, on parle sur les provinces affectées par le tremblement de terre, on parle d'environ 3,5 millions de Syriens, donc réfugiés installés effectivement depuis des années, et environ 1,5 million qui vivaient dans les villes directement affectées par le tremblement de terre. Donc on sait aussi pour avoir visité les camps qu'une majorité des sans-abri, ou en tout cas des gens qui ont été relogés sous tente ou dans des abris temporaires, sont syriens. Il faut savoir que suite au tremblement de terre, un plan d'évacuation a été mis en place pour la population turque et qui ne s'appliquait pas de la même manière pour la population syrienne. Donc, c'est des dizaines de milliers de Turcs qui ont été évacués par les autorités avec des vols gratuits des compagnies aériennes turques vers l'ensemble du pays. Et puis, dans un deuxième temps, une assistance à la population turque pour se reloger dans des provinces sœurs de chaque province affectée. Donc, par exemple, ici, Gaziantep, les gens étaient envoyés à Izmir, donc sur la côte méditerranéenne, tout à l'ouest du pays, où des grands complexes hôteliers de tourisme ont en fait été réquisitionnés pour reloger les personnes sinistrées. Pour les Syriens, ça se passe totalement différemment. En temps normal, les personnes syriennes enregistrées en Turquie ne peuvent pas quitter la province dans laquelle elles sont enregistrées. Donc, si on est à Gaziantep, on doit rester à Gaziantep, sauf obtention d'un laissez-passer ou d'une autorisation de se rendre dans une autre province. Aujourd'hui, pendant l'état d'urgence, cette interdiction a été levée. Donc, les Syriens peuvent effectivement sortir de la province, à l'exception d'Istanbul, et par la route, étant donné qu'ils n'ont pas accès à ces billets d'avion qui ont été utilisés pour évacuer les Turcs. Donc ça, c'est juste pour donner une idée des conditions dans lesquelles les populations syriennes, qui sont elles-mêmes, même si elles sont mieux loties que les populations syriennes au nord de la Syrie, beaucoup plus précaires que les populations turques en général, et puis qui bénéficient tout simplement pas des mêmes réseaux de solidarité que les Turcs, qui ont leur famille dans le reste du pays, qui peuvent aller s'installer temporairement chez les frères, les sœurs des parents, etc. Beaucoup de Syriens, pardon, n'ont personne d'autre que leurs proches installés dans les provinces du sud-est de la Turquie ou en Syrie. Et donc, c'est un point important parce que sur la phase d'urgence, il y avait évidemment aucune distinction quand on parle des blessés, en particulier sur vraiment les tout premiers jours, les Turcs et les Syriens avaient même accès aux soins dans les salles d'urgence. Par contre, on sait que les personnes qui vont rester vivre dans les camps vont être en très grande majorité syriens et peut-être à un moment donné uniquement syriens. Et c'est là que nous, on commence à réfléchir au type d'appui qu'on va pouvoir leur apporter une fois que tout le dispositif d'aide qui a été mis en place dans le cadre de l'état d'urgence va être démantelé, une fois que toutes les équipes qui sont venues de tout le reste de la Turquie vont rentrer chez elles, parce qu'il faut qu'elles reprennent leur vie aussi, et puis qu'elles aillent se reposer. Et ben, il restera des millions de Syriens dans les camps. Et on peut estimer, en particulier sur les besoins de santé mentale
qui vont être monumentaux, qu'il va y avoir un travail important pour les ONG et pour MSF y compris, parce qu'il semble difficile que le gouvernement turc puisse couvrir les besoins, d'autant plus que c'est une population qui va avoir besoin de psychologues arabophones ou d'un grand nombre d'interprètes. Et je parle en particulier des personnes âgées qui, même si elles sont depuis 10 ans en Turquie, ne parlent pas ou ne comprennent pas le turc, et puis et aussi des jeunes enfants. Donc ça, c'est effectivement, ça va être un des enjeux de voir comment, quel type d'appui les populations syriennes qui ont été affectées par le tremblement de terre en Turquie vont recevoir. Merci beaucoup, Manu, pour ces éléments. On commence à approcher de la fin de ce live. Il nous reste quelques minutes. Vous avez évoqué les deux, finalement, différents besoins. Enfin, vous avez clairement expliqué qu'on rentre sans doute dans une nouvelle phase, une phase de plus long terme, dans laquelle des besoins médicaux vont aussi changer. Vous avez parlé de santé mentale, vous avez parlé aussi de soins post-opératoires, donc tout ce qui est la réhabilitation des blessés. Vous parlez d'accès aux soins pour des maladies chroniques. Peut-être, si vous pouvez les deux donner quelques éléments de comment MSF se projette sur cette nouvelle phase. Vous l'avez déjà un peu fait, mais peut-être pour récapituler sur quoi nous-mêmes nous projetons sur les prochaines semaines ou mois, et éventuellement donner quelques éléments d'échelle ou de mobilisation budgétaire aussi, si vous en avez. Oui. Vas-y, Marc. Donc sur la série, comme on l'a expliqué, on a eu cette phase de réponse immédiate sur les premiers jours. On a cette deuxième phase sur, on va dire, post-urgence, post-immédiateté, sur 2-3 semaines où on a maintenu le soutien à 6 hôpitaux. De manière un peu inégale, mais au global, l'approche a été cohérente parce que c'était surtout la capacité d'identifier des hôpitaux qui sont critiques, qui sont fréquentés et qui ont des besoins sur plusieurs activités différentes. On a donné du soutien en physiothérapie pour les personnes qui ont été blessées. On a donné du soutien, comme on l'a dit, avec la capacité de prendre en charge les salles d'urgence. En santé mentale, en médicaments, en matériel aussi, on va dire, de structure, du fuel pour qu'ils puissent continuer à tourner avec l'électricité, etc., etc. On a maintenu cette phase de soutien sur ces hôpitaux à Idlib et on est en train de l'étendre sur Afrin aujourd'hui, donc au nord d'Idlib, sur plusieurs semaines. Alors, comment est-ce qu'on va se projeter? Je pense que là, ce qui nous inquiète dans les phases post-tremblement de terre, d'expérience de ce qu'on a pu observer dans d'autres contextes, il y a beaucoup donc, comme on l'a déjà souligné, les maladies chroniques, mais il y aura probablement beaucoup de soins post-opératoires à organiser. Donc, des patients ont été traités, ont été soignés. Par contre, les soins post-opératoires ont été assez insuffisants parce qu'on a dû décharger les patients des hôpitaux rapidement pour faire tourner la capacité de prise en charge. Et donc, tous ces patients qui ont été soignés en urgence vont se retrouver avec des risques de complications, des risques d'infection, des besoins en physiothérapie, des besoins de suivi orthopédique assez importants. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train aujourd'hui de regarder sur 3-4 hôpitaux avec lesquels on a des contacts particulièrement rapprochés. On a cette expérience chez Médecins sans frontières de ces soins post-chirurgicaux, notamment en trauma, donc en blessures traumatiques. Et on est en train de s'attacher à regarder un petit peu ça, tout en continuant cette phase de soutien encore sur plusieurs semaines sur les hôpitaux que nous avons identifiés comme ayant besoin de support encore. Voilà, on a des équipes qui réussissent à passer sur place, qui réussissent à traverser, et on va profiter d'avoir des équipes qui puissent traverser, on espère régulièrement, pour avoir une vision un peu plus affinée des besoins et pouvoir proposer un support sur du plus long terme qui soit adéquat. Merci. Manu, peut-être un mot là-dessus? Ouais.
En ce qui concerne la Turquie, donc pour ce qui nous concerne, l'équipe d'urgence, donc les renforts qu'on a envoyés temporairement pour répondre au tremblement de terre en Turquie, nous, on s'apprête à boucler d'ici la fin de la semaine prochaine. La dernière activité sur laquelle on travaille directement, c'est donc la mise en place d'une centaine de toilettes et de douches dans des villages affectés du nord-ouest de la province de Gaziantep. Et pour la suite, on est en contact avec nos deux partenaires locaux pour répondre aux mêmes besoins que ceux que Marc a mentionnés. Peut-être moins sur les soins post-opératoires. On peut être amené à en faire au travers de nos cliniques mobiles, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais probablement qu'on va travailler sur des besoins en réhabilitation et en kinésithérapie pour les personnes qui ont été blessées et opérées, et puis sur des soins de santé mentale. Donc ça fait partie des choses, voilà, de la discussion qu'on engage maintenant pour la suite. Et de nouveau, sur la santé mentale, je pense qu'on sera particulièrement vigilant à avoir un volet qui touche spécifiquement les populations syriennes qui risquent, elles, de passer au travers des trous de la raquette de la réponse turque. Merci beaucoup, Manu. Et donc, peut-être pareil pour vous deux, si vous avez des ordres de grandeur, peut-être budgétaires à partager pour donner une idée un peu d'engagement financier de MSF sur cette réponse aux urgences. Pour nous, ça va être autour du million d'euros environ. Et donc, ça compte les distributions en repas chauds dont j'ai pas parlé. On a distribué environ 200 000 repas chauds depuis le lendemain du tremblement de terre jusqu'à hier, en fait, pour des gens qui vivaient dans la rue et ne pouvaient pas rentrer chez elles pour cuisiner. Ça compte les donations médicales qu'on a faites aux hôpitaux et puis tous les biens de première nécessité qu'on a distribués pendant les premières semaines. Et évidemment, le volet eau et sanitation avec les toilettes et les douches. Pour la Syrie, donc ça se compte. Alors, c'est pareil, hein, on a constitué des kits de distribution, ce qu'on appelle des kits d'hiver. Effectivement, on n'a pas le temps de tout couvrir en une heure, hein, tellement on fait des choses et tellement il y a des besoins sur place. Donc, on a conçu des kits d'hiver de couverture, d'habits, etc. On a ajouté à ces kits des matelas, des kits ce qu'on appelle hygiène, court terme, long terme, des kits cuisine avec du matériel, voilà, des casseroles, des jerrycans d'eau pour pouvoir transporter de l'eau, des tentes. Donc, chacun de ces kits, sur plusieurs milliers d'exemplaires, on arrive à des sommes qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros par kit. En plus des tentes qu'on a fait venir en urgence et qu'on a réussi à faire rentrer en 48 heures en Syrie, y compris les commandes médicales qui sont actuellement en cours et le support en ressources humaines. Sur la Syrie, on est autour de 4 millions d'euros sur les 2-3 prochains mois. Voilà, c'est à peu près l'estimation qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au bout du temps imparti. Donc, merci à vous, Manu et Marc, d'avoir participé et d'avoir partagé un peu ces éléments depuis Gaziantep, donc pour Manu, et depuis Dubaï pour Marc. Bon travail. Merci à tout le monde de nous avoir suivis, évidemment. Merci pour vos questions, vos réactions. Donc, on le voit, la réponse à cette catastrophe est loin d'être terminée, d'autant qu'elle s'inscrit dans le cadre de la Syrie dans un contexte qui était déjà catastrophique. Et donc, les activités des MSF ne s'arrêteront pas. Si vous voulez plus d'informations ou pour suivre les évolutions du contexte de la réponse MSF, évidemment, rendez-vous sur notre site, donc msf.fr. Et également, si vous souhaitez soutenir l'action d'MSF et faire un don, rendez-vous également sur msf.fr, en sachant que nous avons mis en place, donc vous pouvez notamment donner au fonds d'urgence de Médecins sans frontières, qui est un fonds qui permet non seulement de soutenir nos activités en réponse à cette catastrophe-là, ce tremblement de terre, mais aussi également d'intervenir dans d'autres contextes d'urgence aiguës. Et je pense ici notamment à l'Ukraine plutôt qu'au nord du Nigeria ou encore à la République démocratique du Congo, qui sont peut-être des urgences moins médiatisées, mais tout aussi importantes pour nous.
Donc, merci encore beaucoup à nos intervenants. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre soutien pour ceux qui donnent déjà MSF. Et puis, bonne journée et à bientôt, j'espère.